Notre invité est député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être sur France Info Merci ce matin. Plus d'attestations dans le cadre des nouvelles règles de confinement, si on peut le dire comme ça, mais un justificatif de domicile. Alors finalement, ça s'est fait très rapidement. L'exécutif a changé de formule hier. C'est un retour à la raison, au bon sens. Quelle complexité, franchement, Castex égale complexe, quoi. On avait du mal à y croire, c'est presque drôle. Moi, peut-être ai-je moins de capacité que l'ensemble des citoyens, mais la conférence de presse que j'ai écoutée l'autre soir, sur le coup, j'ai pas bien compris. Tout ça est très... Et après avoir bavardé un peu autour de moi, beaucoup de gens n'y comprenaient trop rien. Alors sur l'histoire des déplacements, on a vu, on a le droit à 1 km, 10 km, 30 km, avec son chien, pas son chien, etc. Enfin, tout ça est d'une complexité absolue. On comprend pas très bien. On ne sait pas très bien ce qui a changé. Certains commerces ont fermé, mais là encore, la liste des commerces qui devaient fermer a évolué. On avait évoqué les coiffeurs qui fermaient, finalement ils ouvrent. Bon, et il y a aussi le sentiment général qu'on nous annonce que la situation est grave, et elle l'est, je peux en témoigner, de ce que je vois moi en Seine-Saint-Denis, on va en parler, qu'il faut prendre des mesures, mais en gros, il faut quand même continuer à aller travailler. Beaucoup de gens autour de moi qui suis dans un des départements populaires, ceux qui travaillent, qui font la manutention sur les chantiers, ça continue comme avant. Cette philosophie-là, vous la comprenez ou pas? Essayer de freiner l'épidémie sans enfermer, sans confiner strictement. Non, mais il faut casser la circulation du virus. Il y avait le testé, tracé, isolé dont on avait parlé. Mais moi, je vais vous dire, je ne connais personne qui a eu le Covid à qui on a proposé un isolement. Quand vous avez, comme chez moi, des gens il y a une surpopulation dans les logements, c'est le cas dans les quartiers populaires, eh ben, on devrait proposer, je suis aussi, moi, porte de Bagnolet, où il y a beaucoup d'hôtels qui travaillent peu actuellement, on pourrait réquisitionner des hôtels pour proposer à des gens, lorsqu'ils doivent être mis, ce qu'on appelle une quarantaine, les 12-14 jours, éventuellement d'être mis dans un endroit où ils pourraient sortir du milieu familial. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que c'est vrai que le gouvernement tente, on va dire, un confinement, une troisième voie, quoi. C'est-à-dire prendre des mesures sanitaires tout en laissant respirer les gens, parce que les gens en ont marre, c'est ce que constate le gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ne rien faire? Non, je ne dis pas qu'il faut rien faire. Il faut la politique de vaccination. Déjà, plus de vaccins. Ouais. Non, mais c'est le fond du problème. Sinon, on dit deuxièmement, pourquoi en sommes-nous là? C'est qu'encore et toujours, je sais que ça n'est pas la seule solution, mais nos capacités d'accueil à l'hôpital public n'a pas été augmentée depuis un an. Faut-il répéter à ce micro qu'il y a 7400 lits qui ont été supprimés depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé en responsabilité? Ça, ce sera après. Non, mais ça fait un an que ça dure, et quand je dis ça, on me dit c'est après, machin. Je veux être concret. À Bondy, ville de Seine-Saint-Denis, on est en train de fermer l'hôpital Jean-Verdier. Les urgentistes nous disent, si on ne ferme pas, il y a 50 lits qui peuvent être réouverts de réanimation. Ne fermons pas cet hôpital. De la même façon qu'il y a un hôpital à Paris, l'Hôtel Dieu, qui est en situation d'être fermé aussi. Mais là, vous dites quoi? En urgence, il faut rajouter des lits dans les hôpitaux? Attendez, moi, je ne me prends pas pour l'organisateur. Je n'ai pas tous les éléments. Ce que je veux dire, c'est que je suis prêt à faire confiance, mais beaucoup de gens sont lassés parce que ça fait un an que ça dure et que chaque fois, on ne sait pas quel est le plan général. Alors moi, je dis à tout le monde à ce micro, soyez prudents, évidemment, c'est pas la question. Il faut respecter les mesures qui sont les gestes barrières, les personnes âgées. Il faut évidemment se vacciner, mais quand ça fait 2 mois qu'on dit aux personnes âgées de se vacciner et que les prises de rendez-vous sont extrêmement longues. On va en parler peut-être, Monsieur Bertolus, que j'habite une ville, moi dans ma circonscription, 2 villes, Montreuil, Bagnolet. Bagnolet, 35 000 habitants, il n'y a pas de centre de vaccination. Il y a 40 villes de... Vous voulez qu'on en parle maintenant peut-être? Non, je voudrais justement, par rapport à ce plan de vaccination, Emmanuel Macron, effectivement, le 29 janvier dernier, contre l'avis d'une bonne partie du corps médical, des experts, avait dit on ne reconfine pas, à la grande surprise également d'une partie de la classe politique. Vous trouvez qu'il a finalement raté son pari par rapport aux annonces d'hier ou par rapport au rythme du plan vaccinal? Et moi, je crois qu'il a raté son pari. Je crois que tout le monde le constate, parce qu'il était même question à l'époque que vers le mois d'avril, ça irait mieux, avait-on dit. Et on approche du mois d'avril et ça ne va pas mieux. Alors, qu'est-ce que c'est qui n'a pas marché? Beaucoup de choses, je viens de le dire, notamment... Mais le gouvernement, il maintient l'objectif des 10 millions de Français vaccinés mi-avril, les 10 millions de Français les plus fragiles. On verra. On en est à 5 millions.
moi je vais prendre un pays que je connais parce que ma belle famille y habite, le Chili, 10 millions d'habitants, 66 millions en France, ils sont eux aussi à 5 millions de vaccinations. Et laissez-moi vous dire que le Chili n'a pas notre infrastructure de services publics, c'est un pays terrible, très inégalitaire. Donc on est très mauvais sur la stratégie vaccinale. On n'est pas bon. Mes beaux-parents ont été vaccinés, ils habitent en Amérique du Sud, 2 mois avant mes propres parents qui habitent une ville de France en province. Et comment vous l'expliquez parce que la Seine-Saint-Denis, la petite particularité, vous êtes député de la Seine-Saint-Denis, je le rappelle, la Seine-Saint-Denis, le département le plus peuplé de France, le plus jeune également aussi, et la lanterne rouge en matière de vaccination. Comment vous l'expliquez? Alors, on me répond, oui, c'est normal, monsieur Corbière, parce que comme vous êtes plus jeune, il faut moins vacciner. Bon, dont acte. Sauf que on est aussi le département où il y a le taux de mortalité le plus important, le département le plus touché par le virus. Donc il faut pas seulement avoir le critère, selon moi, de l'âge des habitants, mais aussi tenir compte du fait que parce que les habitants de mon département sont aussi ces premiers de corvée, ceux qui vont travailler, ceux qui se déplacent le plus, pour en tenir compte. Jusque-là, rien n'avait été fait, il n'y avait pas cette dose. À tel point qu'au mois de janvier, monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis me contactait comme député en me disant, j'aurais reparlé de ma circonscription, il va y avoir, monsieur Corbière, 3 centres de vaccination. 4 jours après, on me dit, il n'y en a plus qu'un. D'accord ? Un seul centre de vaccination. Donc, il y a des choses là qui ont dysfonctionné, manifestement, par rapport à une faiblesse du nombre de doses qui étaient annoncées, qui n'ont pas eu lieu. Donc, il n'y a pas assez de doses de vaccins. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Le bilan, c'est 40 villes de Seine-Saint-Denis. Il n'y en a que 21 qui ont un centre de vaccination. J'entends dire qu'on va utiliser le Stade de France comme un centre de vaccination. D'ici quelques jours, comme un grand vaccinodrome. Alors, c'est spectaculaire, vive, mais moi, ça règle pas mon problème qu'à l'heure actuelle, les gens qui habitent, pour ceux qui nous écoutent de toute la France, peut-être qu'ils voient pas le département, mais la partie où je suis, aller en Seine-Saint-Denis, c'est beaucoup plus compliqué que d'aller à Paris ou ailleurs. Donc, et surtout, ça ne règle pas les centres de vaccination de proximité. Quelqu'un de 80 ans, il va pas se balader, aller au Stade de France, qui met 1 heure et demie pour pouvoir y aller quand on habite chez moi. Bref, j'ai peur qu'il y ait un affichage avec cette histoire, pas une réelle augmentation du nombre de doses. Et le problème du nombre de doses, me semble-t-il, c'est aussi sans doute que les choix qui ont été faits, mais ça c'est au niveau européen, d'achat en masse de vaccins, ça a dysfonctionné. Il y a certains vaccins qu'on n'est pas allé on va y revenir. On va en parler et on va y revenir. Dans une seconde, Alexis Corbière. C'est Alexis Corbière qui est l'invité du 8h30 France Info ce matin, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On parlait de la campagne de vaccination en France, des problèmes d'approvisionnement en vaccins. Est-ce que d'après vous, ça c'est une responsabilité française, européenne peut-être, vous l'évoquiez à l'instant, ou des laboratoires eux-mêmes? C'est les trois mots en général, c'est-à-dire que Monsieur le Président de la République était rentré dans la discussion avec des phrases qui plaisaient à mes oreilles. Il faut sortir les vaccins du marché et en faire un bien commun mondial. Pardon, vous disiez ? En bien commun. Voilà, un bien commun. Moi, ça me parle. Je crois que tout le monde s'accorde à dire, quelle que soit la manière dont on veut organiser la société, qu'il y a des choses peut-être à un moment donné qu'il faut extraire des règles du profit. Et notamment quand certains ont inventé un vaccin, bravo à eux, que la recherche a permis cela, eh bien ça ne doit pas être quelque chose qui devient une marchandise. Et pourtant, c'est le cas. À tel point que, je voyais quelques chiffres, il y en a d'autres qui peuvent être parlants, mais aujourd'hui, les 13% de la population mondiale qui vit dans les pays les plus riches consomment 51% des vaccins. Et que vous avez des pays, selon la richesse du pays, qui quasiment n'ont aucun vaccin. Je crois que c'était même la présidence de l'OMS qui s'est indignée qu'il y a un des pays les moins favorisés. Il y a 25 doses seulement pour tout le pays. Donc vous dites que les brevets devraient être gratuits, c'est ça ? C'est ça. Donc à disposition de tous. Écoutez-moi bien, que j'espère que personne va être effrayé, mais ça s'appelle une licence libre. Ça existe depuis 1925 dans le droit international, c'est possible dans certaines conditions et ça a été évoqué à l'époque de la circulation du VIH, ça avait permis, les États-Unis avaient menacé certaines firmes qui du coup avaient fait baisser les prix. On peut le faire, sauf que l'OMS se réunit, les instances internationales se réunissent et alors ça permettrait quoi, que l'on produise plus de vaccins en France, tout de même. Je rappelle en plus que souvent ces grands groupes... Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ces grands groupes qui ont inventé le vaccin, souvent ont bénéficié de financement public. La Commission européenne a donné 2 milliards d'euros. On va vous dire, oui, vous leur prenez leur brevet, mais la prochaine fois, ils travailleront plus avec vous. C'est ce que répond le gouvernement quand on alors déjà, propose cet argument. Moi, je suis pas pour tout le temps piquer les brevets, mais là, on vit quelque chose quand même qui est une pandémie qu'on a rarement vue. On a à peu près, on est de la même génération les uns les autres. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais vécu une chose pareille. 100 000 morts, c'est ça. Beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, à travers le monde, évidemment, c'est plus de 90 000 en France. Oui. Voilà. Donc on est 90 000 en France et plusieurs millions à travers la planète. Donc on peut imaginer qu'à ce moment-là, pour que le monde de demain soit pas le même monde que l'aujourd'hui, que personne ne s'enrichisse sur le dos du Covid, bon sang. Moi, je dis pas que c'est un débat qui a eu lieu depuis plusieurs semaines, mais et il ne donne rien. Voilà. Et notamment à l'occasion d'une réunion, mais ça a valu un échange. C'était mon ami Ruffin qui l'a dit. La France et l'Allemagne. Non, mais j'aimerais terminer cet argument parce que Monsieur Véran a manqué
de bonne foi, et c'est mon ami François Ruffin, à mes côtés à l'Assemblée nationale, qui interpellait le gouvernement. Qu'a fait la France dernièrement à l'occasion d'une réunion de l'Organisation mondiale du commerce? Est-ce que la France est montée au créneau pour que éventuellement il y ait cette licence libre sur le vaccin? Non, la France a fait l'inverse. D'accord? Elle n'a pas su accompagner les pays qui demandaient cela. C'est un problème. Et ça révèle un peu la double parole présidentielle. Et ça participe à ce sentiment général, on en revient au point de part de notre discussion, que les gens en ont assez. On ne comprend pas où ça va. On a un flot de paroles par moment. Est-ce qu'il fallait suspendre l'AstraZeneca pendant quelques jours, quitte à créer une défiance vis-à-vis de ce vaccin? Ou un surcroît de défiance? Monsieur Bertolus, moi je ne peux pas m'opposer au principe de précaution. Bon, après, c'est un peu bizarre comme ça a eu lieu. C'est-à-dire que finalement, la France, certains pays commençaient à avoir des doutes. La France ne lâchait pas. Puis quand Mme Merkel et l'Allemagne a pris position, dans l'heure qui a suivi, on a emboîté le pas à l'Allemagne. Bon, moi, surtout, ce que je pense, c'est que, bon, je fais confiance à la science. Je suis pas un obscurantiste. J'invite ceux qui... Et c'était du ressort de l'Europe ou c'était du ressort de la France? Sous-entendu, finalement, on attend une expertise de l'Europe. On n'aurait pas pu l'avoir en France, cette expertise? Ben là, de toute façon, c'est la France finalement qui a pris position. Il n'y a pas eu de réponse coordonnée par rapport à ça. Ça doit nous amener à quelle conclusion? Qu'il est bon qu'il y ait un portefeuille de vaccins le plus large possible, qu'il ne faut pas faire d'idéologie par rapport à ça. Nous, quand on met dans le débat certains vaccins de certains pays, on rit en disant c'est parce que vous avez des amitiés avec ces gouvernants, ce qui est vraiment pas le cas. Mais les Russes ont fait un vaccin, les Chinois ont fait un vaccin. J'évoquais mes beaux-parents qui viennent d'Amérique latine. C'est Sinovac qui les a vaccinés. Il faut que la France achète, par exemple, du Sputnik. Mais Angela Merkel l'a laissé entendre, l'Allemagne pourrait mais pourquoi pas? Vous voyez, c'est le paradoxe, c'est que c'est les libéraux allemands qui ont l'air d'être moins idéologues que ça. Et je suis pas pour que nous nous alignions, notamment sur des grands groupes américains qui sont en train de faire des profits là-dedans. Vous voyez, mais cassons cette idée surtout qu'il doit y avoir cette logique des groupes liés à des multinationales qui vont être des profiteurs de la crise, s'enrichissent sur le dos des citoyens. Et enfin, pour terminer sur ce point complexe, mais quelle tristesse! Et c'est la conséquence de politique publique ou d'affaiblissement de politique publique que la France, pays de Pasteur, n'a pas réussi à faire un vaccin. Qu'est-ce qui s'est passé là, selon vous? Où est le problème? Poser la question. Pourquoi, par exemple? Non, mais le groupe Sanofi, notre grand groupe pharmaceutique, est un groupe qui a un fonctionnement extrêmement lié à des logiques d'argent. Il y avait 11 centres de recherche. Il n'y en a plus que 4 aujourd'hui qui sont ouverts. Il y en sont même, je crois qu'il n'y en aura plus que 3 prochainement. C'est un groupe qui fait des milliards de profits, qui reverse des sommes significatives à ses actionnaires et qui va encore licencier. Alors que précisément, on a besoin d'un grand groupe pharmaceutique qui fait de la recherche, qui cherche pas à faire du profit, à reverser toujours de manière plus importante. Donc vous dites qu'il faut sortir la recherche. Il faut aider l'Institut Pasteur. Bah oui, j'espère que tout le monde en tire la conclusion qu'il y a des choses fondamentales dans ce pays, voilà, qui doivent échapper aux règles de l'argent, notamment la recherche scientifique, notamment l'Institut Pasteur à Lille. Il faut les aider. Ils sont en train de chercher, de trouver, ou du moins ils sont pas encore tout à fait, mais ils sont sur un possible médicament, quoi, un remède. Mais j'ai vu que le président de la République a demandé à ce que des grands groupes privés viennent apporter de l'aide financière à l'Institut Pasteur. Bon, c'est à l'argent public de pouvoir aider ça. Nous en gaspillons en donnant à des grands groupes de manière générale à travers des politiques de crédit d'impôt. D'un mot, parce que vous abordez beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une logique. Moi, je ne veux pas seulement prendre... Est-ce que, Alexis Corbière, vous demandez, par exemple, un débat au Parlement? Il y aura effectivement des discussions la semaine prochaine au Parlement, mais est-ce que il vous semble que vous, les élus de la nation, vous êtes assez tenus au courant, c'est au minimum, et associés aux décisions? Non. Et c'est pourquoi je vous réponds. C'est-à-dire que la chaîne de décision, la planification n'a pas lieu. Moi, comme député, je me place pas au-dessus des citoyens, mais quand on est député, officiellement, on représente, on est associé à rien. Et le débat que vous évoquez, il y en a eu plusieurs, c'est plus une espèce de question-réponse, souvent avec beaucoup de langue de bois, qui nous est laissé pendant une demi-journée. C'est pas ça un débat. C'est pas un moment où il y a différentes stratégies qui sont mises sur la table et où on échange et on en choisit un. On n'a rien à craindre de la publicité des débats. On est en guerre, dit-on, mais le vaccin n'est pas un ennemi qui changerait de stratégie en fonction de la nôtre. Donc on peut discuter. Et à quoi on assiste? Un rétrécissement de la prise de décision. C'est la Ve République dans tout ce qu'il y a de plus caricatural, la monarchie présidentielle. On a l'impression parfois que c'est Macron, de ce que nous raconte la presse, qui va prendre la décision. Et on en vient au point que vous, moi, tout le monde, on est suspendu à 18h, 19h à dire qu'est-ce qu'on va nous annoncer. On ne sait pas trop d'ailleurs où est-ce que c'est discuté. Le Conseil des ministres n'est même plus le lieu de décision. L'Assemblée, vous l'avez dit, ne l'est pas. Et on a ce Conseil... Jean Castex a reçu les parlementaires, les députés nous, on et en a les sénateurs. On n'y va quasiment plus parce que ce genre de réunions sont des réunions, je vais le dire vulgairement, pipeau uniquement. On a un petit point d'info où on n'en sait pas plus que ce que la presse nous... C'est-à-dire que nous...
le pire, c'est que pourquoi on a cette attitude, c'est que quand vous y allez, à la fin, il dit, il y a eu consensus, il nous a fait le coup, notamment sur certaines prises de décision à propos des élections. J'ai consulté les partis parce qu'ils voient bien ce qui monte dans le pays. Et nous, on n'a pas envie d'être non plus la caution de ces prises de décision à quelques-uns. Bon, surtout ce que je souhaite, c'est que nous aurions tout à gagner. Il y a un débat et c'est normal pour qu'il y ait un consentement aux décisions qui sont difficiles. On réduit quand même nos libertés publiques. On aurait tout à gagner à ce qu'on puisse avoir une discussion assez large. Dans une telle situation d'urgence où on voit les courbes des contaminations qui peuvent effectivement s'emballer très très rapidement, vous pensez qu'on doit quand même prendre le temps ? Plus que jamais. Plus que jamais. Ah bah attendez, j'espère. Il faut pas banaliser le fait qu'on vous laisse plus sortir, qu'il y a des choses qu'on peut plus faire, qu'il y a des commerces qui sont fermés, qu'il y a des activités. Le fait que les urgences et les services de réanimation se remplissent à très grande vitesse. En ce moment, là, maintenant. Non, mais on constate. Il y a un an, quand vous, moi, on s'est confinés, il y avait une acceptation générale parce qu'on se disait, allez, il y a un coup dur là et tout. Mais là, ça ne cesse chaque fois de rebondir. Et on a même l'impression que on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. À tel point qu'on discute du fait qu'au mois de juin, des échéances électorales sont prévues et on commence à dire est-ce qu'on va pouvoir les tenir. Et donc, vous commencez à dire quoi ? Qu'il faut qu'elles se tiennent ? Ah ben j'en sais rien. Je n'en sais rien, moi. Et les deux législatives, il y a deux législatives partielles le 4 avril. Une importante à Paris, une importante dans le Nord. Nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'une élection n'est pas seulement le moment où on vote, c'est aussi la capacité de faire campagne. Et s'il n'y a pas de capacité de faire campagne, il y a un problème sur cette élection. Mais en même temps, au vu du flou généralisé qui a lieu, attention à ne pas prendre l'habitude non plus que ce qui est quand même au moment où le peuple souverain s'exprime soit mis sous cloche. Parce que là, il commence à avoir un problème de fond. Mais comprenez, moi, j'ai pas tous les éléments sur la table, parce qu'on voit bien que ça évolue au fur et à mesure, et on ne sait pas aussi quelle capacité le gouvernement, véritablement, je vous ai évoqué la question des hôpitaux, la question des vaccins, il met véritablement à œuvre pour changer les choses. Bien, Alexis Corbière est l'invité du 8h30 France Info ce matin, Jean-Jérôme Bertolus. Question politique, mais question d'histoire politique. Faut-il célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon le 5 mai prochain ? C'est la volonté du chef de l'État Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, ce que je ne comprends pas et ce à quoi je m'oppose, c'est que ce soit le président de la République, au nom de la République, qui rend hommage... Au nom de l'État. Voilà, mais au nom de la République, parce qu'il est président, qu'il le fasse. Que les choses soient claires. Moi, je suis professeur d'histoire, il faut parler histoire. C'est évident. Nous devons transmettre à nos enfants l'histoire du pays de sa totalité. Et Napoléon Bonaparte a toute sa place là-dedans. Qu'il y ait des débats. Actuellement, il y a 4 ou voire même 5 grandes expositions à Paris autour de Napoléon, donc on en parle. Qu'il y ait des émissions du service public, que la télé nous fasse des émissions sur Napoléon, oui. Mais l'idolâtrie, la napoléonatrie que j'entends commence à m'agacer. Que Napoléon ait créé l'État moderne et qu'un chef d'État, lui, célèbre effectivement 200 ans après, ça vous choque ? C'est-à-dire que le problème, c'est que le président de la République doit-il rendre hommage à un homme qui a fait un coup d'État contre la République ? Le 18 Brumaire. Un homme qui, sur des questions, des grandes avancées qu'avait fait la Révolution française, parce qu'on ne comprend pas Napoléon si on ne comprend pas qu'il y a eu la Révolution française, qui, en matière notamment d'avancées sociales, les a fait reculer, de liberté publique. On nous évoque le Code civil de Napoléon, mais sur le droit des femmes, il est en recul par rapport aux avancées de la Révolution française. Sur la question des enfants naturels, qui avaient des droits sur la Révolution française, il est en recul. Sur, par exemple, le débat a déjà eu lieu sans moi, mais sur l'esclavage, grande avancée de la Révolution française, 1794, abolition de l'esclavage, il rétablit par la force l'esclavage. Ensuite, sur beaucoup d'aspects, j'évoquais sociaux, les relations entre, par exemple, les travailleurs et le patron, c'était dans le Code civil. Eh bien, c'est le maître qui gardait, en quelque sorte, des droits supérieurs. Sa parole était plus forte que l'ouvrier. On pourrait continuer comme ça. Alors, que fait-on d'une figure pareille ? Pardon ? Qu'est-ce qu'on en fait d'une figure comme ça ? On en parle, les historiens nous en parlent, on organise des débats, on fait des expositions, on fait des livres, que les éditeurs travaillent, évidemment, que les uns et les autres, on converse, mais qu'on arrête. Mais on ne célèbre pas. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il va dire ? Parce qu'après, c'est ça qui m'intéresse. C'est l'usage public et des politiques de la part de l'histoire, de l'histoire, c'est-à-dire l'usage politicien de l'histoire. Et moi, ce que je vois bien venir, c'est que Emmanuel Macron va vanter le bonapartisme, c'est-à-dire ce grand personnage, des grands hommes font l'histoire. Non, monsieur Macron, c'est les peuples qui font l'histoire. C'est les peuples. C'est pas un grand homme qui nous a sauvés. C'est un mouvement qui s'appelait la Révolution française, qui a proclamé des droits, qui ne sont d'ailleurs toujours pas en application réellement. Et dans ce parcours difficile, il y a eu des avancées et des reculs. Et Napoléon, à un moment donné, certes, empêche le retour de l'ancien régime, des têtes couronnées, mais met en place un système qui ne peut nous satisfaire, avec notamment un empire. L'empire et la République, c'est pas la même chose. Une noblesse nouvelle qui est mise en place. Quand Napoléon prend le pouvoir dans certains pays, il met des membres de sa famille. Et puis, je le répète, il va être évidemment un facteur de guerre. Il n'en est pas le seul responsable, mais à travers toute l'Europe. Et sur la question d'avancer, ne serait-ce que même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas en application sous l'empire napoléonien. Tout ça, on doit le raconter. Et ce qui m'agace
c'est pourquoi je monte au créneau, c'est que je vois bien de quelle manière le président de la République veut utiliser cette histoire pour se grandir en quelque sorte et se draper dans une forme de continuité, ce qui me semble être une aberration sur le plan historique. Laissons les historiens parler et cessons cette idolâtrie autour de ce personnage, parce que derrière ça, c'est aussi, et je conclus, cette idée du bonapartisme qui en 2021 ou 2022 pourrait être la solution. L'homme autoritaire, le grand homme au-dessus des différences du peuple qui va nous rassembler avec un gouvernement qui limite les libertés publiques, y compris Napoléon avait limité la liberté de la presse. On vous a entendu, Alexis Corbière, retour à l'histoire immédiate, mais il s'agit aussi de République. Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, le syndicat étudiant, le deuxième syndicat étudiant, a admis qu'il y avait en son sein des réunions non mixtes, racisées. Écoutez la réaction de Christophe Castaner, c'est le patron de La République En Marche à l'Assemblée. L'UNEF, en fait, a fait un choix pour survivre d'un clientélisme indigéniste exacerbé, totalement scandaleux. Et aujourd'hui, l'UNEF n'est plus représentatif de la vie étudiante, mais il cherche à survivre en prenant des clientèles par segment, et je trouve ça pathétique. De toute façon, c'est la plus mauvaise façon de faire du vivre ensemble que d'imaginer qu'on puisse effectivement tenir des réunions interdites aux Blancs. Et imaginons aussi qu'on interdise aux Noirs, qu'on interdise aux femmes, et ça arrive. Le ministre de l'Éducation nationale, de son côté, Jean-Michel Blanquer, parle de racisme et veut porter l'affaire en justice. Moi, je dis au fou de la part de tous ces gens. J'ai vu la droite, l'extrême droite, par même de dissolution de l'UNEF. Moi, Éric Ciotti souhaite la dissolution. Voilà, et l'extrême droite aussi. Moi, je dis déjà défense de l'UNEF, quel que soit ce qu'ils font. Vous étiez d'ailleurs, moi j'ai passé ma jeunesse et beaucoup de gens, et je pense qu'il va y avoir une riposte claire de la part de gens qu'on soit d'accord ou pas avec ce que fait. Mais pourquoi quel que soit ce qu'ils font? Non, mais attendez, que ce qu'ils font actuellement, là, déjà, je voudrais dire qu'il y a une défense, me semble-t-il, fondamentale d'être inquiet du fait qu'ils se discutent la possibilité, on me dit que ça n'aura pas lieu, mais de dissoudre une organisation syndicale de jeunesse. C'est quand même grave que ce débat ait lieu et comme ministre même considère qu'il y aurait du fascisme là-dedans. Et vous dites que la gauche doit être solidaire. De quoi parlons-nous? Il ne peut pas y avoir de dérive. De quoi parlons-nous? Parce que je me suis renseigné. Moi, je ne suis pas pour les réunions qui seraient, comme dit Castaner, qui n'a pas l'air de connaître grand-chose, interdites aux Blancs ou je sais pas quoi. Mais que les choses soient claires. C'est de la sociologie. C'est pas des réunions de direction. C'est des groupes de parole. Ça a déjà eu lieu, vous savez, dans les années 70, dans le mouvement féministe, qui considérait que les femmes, victimes d'une oppression, souvent parce que les hommes parlent beaucoup, les hommes ont le pouvoir, les hommes ont des manières de couper la parole qui sont insupportables, et les femmes trouvaient que c'était utile de se parler entre femmes, notamment pour faire un peu le point, et après éventuellement dire, Monsieur Bertolus, et vous-même, vous occupez un peu trop la place, et faites attention qu'il y a la moitié de l'humanité qui est une femme. Ça a été utile. De la même façon, il y a des gens qui se considèrent, à tort ou à raison, et souvent à raison, comme étant, quand je dis à tort d'ailleurs pour la formule, mais subissant une oppression. Parce qu'il faut pour autant interdire aux autres d'assister à ces discussions, à ces séances-là, par exemple. De ce que j'ai compris, les réunions sont ouvertes, ces groupes de parole sont ouvertes à tous ceux qui se sentent victimes de discrimination. D'accord? Donc elles ne sont pas fermées, mais elles sont ouvertes à ceux qui sont victimes de discrimination. Je vais être honnête avec vous. Moi, Alexis Corbière, je ne me suis jamais considéré comme victime d'une discrimination en raison de la couleur de ma peau. Intéressé au fait d'entendre ceux qui le sont. Alors, c'est précisément ces groupes de parole permettent après à ce que, dans un cadre collectif, la parole soit rapportée. Mais des gens considèrent pour des raisons sociologiques, c'est de la sociologie, je ne sais pas si c'est efficace, mais ça n'a rien de fasciste que de dire que les gens qui sont victimes d'oppression se réunissent entre eux pour discuter et comprendre quels sont les mécanismes de ces discriminations. On peut être d'accord, pas d'accord, on ne les pratique pas la France insoumise. Je suis plutôt d'accord avec vous, avec l'idée que je suis favorable à des réunions ouvertes à tous, mais que les gens montent dans les tours en expliquant que ça, ce serait anti-républicain. J'entends même dire que la non-mixité ne serait pas républicaine. Je rappelle à M. Blanquer que l'école de la Troisième République, au point de départ, elle n'était pas mixte, d'accord ? Et que encore aujourd'hui, le M. Blanquer est allé à l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis, qui est une école réservée aux filles, d'accord ? Ça ne le choque pas. Par contre, non mais donc tout ça n'est qu'une manœuvre pour ne pas parler de quoi ? De la pauvreté en milieu étudiant, de la précarité. Vous avez une parole très forte sur l'UNEF. Est-ce que ça veut dire que la gauche va monter, la gauche dont une bonne partie des dirigeants sont passés par l'UNEF, va montrer plus ces prochains jours sa solidarité vis-à-vis du syndicat étudiant? Je le souhaite, et je pense que quels que soient les désaccords qu'on peut avoir sur telle ou telle méthode, quand il s'agit dans ce pays de monter au créneau contre une organisation syndicale qui a beaucoup apporté à l'histoire sociale de ce pays, à l'heure où les étudiants sont précarisés dans la pauvreté, qu'on menace de dissoudre une association, et que M. Blanquer ose parler de pente fasciste, lui qui franchement n'a jamais été exemplaire ni sur la République, ni sur la lutte contre le racisme, je suis inquiet de ce climat et j'appelle à tous à se rassembler. Merci beaucoup Alexis Corbière, d'avoir invité du 8h30 France Info ce matin.